Donc, encore une fois, je ne vais pas aller plus loin sur ce rappel et sur leur applicabilité. Je vous encourage une dernière fois, je vous le promets, à visionner le webinaire de septembre sur la CEM. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de zoomer plus particulièrement sur les spécificités critiques à considérer dans le cadre d'une certification radio. Les éléments critiques, de notre point de vue, sont pas nombreux et peuvent paraître assez évidents, hein, mais la principale clé, voire la clé de votre réussite, sera vraiment le niveau d'attention que vous allez porter au duo, module et son ou ses antennes, qu'elles soient d'ailleurs intégrées ou pas au module, hein, peu importe. Aujourd'hui, face à vous, vous avez un très très grand nombre de solutions, les plus séduisantes les unes que les autres, et qui sont pour certaines annoncées plug and play. À noter, hein, vite fait, que dans la réalité, rien n'est aussi simple, hein. On souhaite insister sur le fait que l'ensemble des travaux que vous allez mener autour de ces deux éléments auront vraiment un impact direct sur le déroulement et la réussite de votre projet, et donc de vos certifications radio. Je mentionne les certifications radio après, puisque au final, hein, ça paraît également assez évident, ces deux éléments vont avoir également un impact direct sur la performance et la fonctionnalité radio que vous avez l'objectif de développer. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ces deux éléments et de reprendre, entre guillemets, un certain nombre de préconisations et de visions Nexio lors des différentes étapes que je viens d'évoquer avec vous. Donc là, je commence par la deuxième étape qui sera donc toutes les analyses de risque que vous allez mener autour de votre produit. Et donc, comme je disais, au-delà des considérations de coûts et de pérennité d'approvisionnement, le choix du module et de son antenne ou de ses antennes va avoir vraiment des répercussions à plein de niveaux. Pour ce qui est du module, entre autres critères, hein, le choix du module va devoir se faire en fonction de la norme de référence, à savoir que certaines applications nécessiteront l'usage d'un module offrant un niveau de robustesse entre guillemets supérieur par rapport à la moyenne. Je pense au secteur du médical, par exemple, qui est sous forte contrainte à ce niveau-là, mais pas que, hein. Les caractéristiques du module que vous allez retenir auront un impact également direct sur vos contraintes de conception, hein, pour justement pouvoir ajuster les puissances de sortie, tout ce qui est spurious, donc tout ce qui est génération d'harmonique, sensibilité et les protections. Ces analyses de risque autour du module vont aussi avoir un impact sur les essais radio, hein, que vous allez réaliser, vous allez avoir à réaliser en fonction d'un chipset, d'un module pré-certifié ou certifié, à savoir que voilà, suivant le niveau de certification du module que vous allez choisir, vous allez pouvoir éviter de réaliser un certain nombre d'essais pendant votre campagne de certification que vous serez contraint de faire si le module que vous choisissez n'a pas le bon niveau de certification. Et puis derrière, évidemment, hein, l'impact sur la conception logicielle du produit, ils ont tous leur spécificité. Et si vous rajoutez en plus la notion de protocole propriétaire, si vous rajoutez en plus la notion de module multi-protocole, voilà, il va y avoir vraiment un certain nombre de risques à bien identifier sur les aspects logiciels. Et puis pour ce qui est des antennes, qu'elles soient encore une fois intégrées au module ou externes, alors évidemment, le choix va se faire en fonction d'une multitude de critères, des critères évidents, la nature du produit et de son utilisation. C'est sûr que si vous avez un dispositif qui a vocation à rester dehors au grand vent, bon, bah, vous allez peut-être pas pouvoir forcément choisir une antenne externe qui sera pas protégée, hein. Mais au-delà de son encombrement et de la nature même du produit, il va vraiment, selon nous, falloir vous attacher à regarder les notions de gain, les notions de directivité, et au-delà, les contraintes d'adaptation d'impédance ou les contraintes de plan de masse et de placement. Hein, il y a certaines antennes qui demandent des placements de, hein, j'exagère, mais de 2 mètres carrés. Si votre produit fait 2 centimètres carrés, vous allez quand même avoir du mal à accorder votre antenne et à faire en sorte qu'elle fonctionne correctement. Le conseil, si on n'en avait qu'un seul à donner, c'est vraiment de prendre le temps d'étudier attentivement les datasheets des composants, car justement, les conditions de test des fabricants peuvent être assez différentes et surtout incompatibles avec votre produit ou votre application.
un module est certifié dans un certain nombre de conditions qu'il est probable ou qu'il est possible que vous ne pourrez absolument jamais mettre en œuvre sur votre produit. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui doivent vous interpeller. Bon, là en l'occurrence, il y a pas mal de fournisseurs de modules qui fournissent les rapports d'essai et qui vous permettront de vous rendre un peu mieux compte des conditions dans lesquelles ils ont certifié leur module par rapport aux conditions que vous allez devoir suivre. Une fois qu'on aura bien identifié ces risques, là, on va prendre le temps comme on le disait tout à l'heure, de vraiment faire l'effort qui va bien pour soigner leur intégration. Je le disais, je l'évoquais, le placement, c'est quasiment les deux premiers composants qu'on vous conseille de placer sur votre produit. On vous conseille également de bien étudier et de respecter les recommandations d'intégration du fabricant. Ils vous fournissent pas mal d'informations là-dedans. Souvent non. Il n'est pas rare qu'on voie quand même des sociétés qui ont fait quelques impasses ou qui n'ont pas forcément pris le temps qui allait bien sur l'étude de ces préconisations. Et voilà, ça fait de la perte de temps, ça fait des embêtements pour revoir la copie. Donc, prenez le temps à ce moment-là de bien vous imprégner des préconisations. Pensez également pour l'antenne, au niveau placement, en fonction des performances visées, et notamment en termes de rayonnement. Les conditions opérationnelles, donc je disais avec ou sans radome par exemple, mais en termes de rayonnement, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir le dispositif le plus omnidirectionnel possible, bon, au-delà de placer votre antenne sur votre PCB ou à un endroit, il va falloir effectivement s'interroger sur les risques d'altérer les propriétés omnidirectionnelles des antennes que vous aurez choisies. De la même manière, la gestion des masses, et là en l'occurrence, notamment pour l'antenne, prévoir vraiment un bon plan de masse en cohérence avec les préconisations de vos fournisseurs. Et on dirait même si ça sous-entend une couche supplémentaire de PCB, par expérience, on peut dire que le jeu en vaut souvent la chandelle. Et donc le surcoût que pourrait sous-entendre cette couche supplémentaire sera probablement amorti tout au long du projet sur les embêtements de conception et de mise au point. Pour ce qui est du module, un petit crochet sur les obligations de filtrage que vous devrez respecter. Filtrage d'harmonique au niveau front-end, mais aussi au niveau de l'alimentation. Et de la même manière pour les protections, les protections des charges électrostatiques, par exemple, leur placement est aussi important que leur dimensionnement. Un composant de protection super bien dimensionné mais mal placé, c'est comme si vous faisiez rien. Donc ça, c'est des choses à ne pas oublier. Et pour ce qui est de la partie antenne, et donc sauf si votre antenne est intégrée au module et donc comporte le réseau d'adaptation qui va bien, tout intégré. Bien prévoir, si c'est pas intégré, le réseau d'adaptation qui va bien. Et on y reviendra dans quelques minutes, une petite session de mise au point pour optimiser les valeurs de composants. Il y a encore une fois la théorie, mais la théorie souvent est un léger décalage avec vraiment l'idéal de la pratique. Donc, deux conseils à cette étape-là. Comme on le disait, investir le temps nécessaire à l'appréhension du guide d'utilisation du module choisi. Certaines fois, je pense notamment à un projet dans le médical où notre ingénieur avait dû prendre quasiment 4 ou 5 jours, ce qui est pas rien pour lire la documentation du module. Ces 5 jours-là, au départ, nous sont apparus vraiment très importants, voire potentiellement inutiles. La suite du projet nous a montré que non, c'était non seulement particulièrement utile, mais notre consultant est quasiment devenu la référence technique au sein de la société, justement pour l'ensemble des problématiques de conception, que ce soit hardware ou software. Et puis le deuxième conseil, alors c'est vrai que j'ai le beau rôle de vous le dire, mais par expérience, on sait également que c'est très utile, c'est de faire valider vos choix par un œil extérieur et si possible spécialisé. Il ne va pas lui falloir 36 jours pour se faire une idée et pour vous rassurer et vous conforter dans les choix que vous aurez faits. Donc,
pareil, réfléchissez bien à l'investissement que ça demande parce que bon, souvent c'est relativement faible et pour le coup, ça peut valoir vraiment la peine. Je reste quelques moments justement sur cette étape 3 et les règles de conception et je reviens sur la notion que j'ai introduite il y a quelques minutes, sur la notion de réseau d'adaptation d'impédance. D'ailleurs, ces éléments, cette remarque va concerner également si vous devez implémenter un filtre ou un composant de protection. Nous, le retour d'expérience Nexio vraiment incite à optimiser le dimensionnement de ces composants par les mesures. Alors, au global, les exigences normatives, elles imposent des limitations de performance, la puissance émise notamment. Donc, cette session de dimensionnement par les mesures va vous permettre de vous assurer d'un minimum de perte entre la sortie du module et l'entrée de l'antenne. D'autant plus que certaines antennes ne sont pas particulièrement simples à matcher. Je pense aux antennes céramiques notamment. Bon, j'imagine que ce n'est pas le seul exemple, mais il y a quelques antennes qui nous ont demandé quand même, qui nous ont généré pas mal de sueur pour la matcher correctement. Et pour finir, à noter que le matching devrait être mis au point sur un prototype, mais en prenant en compte un certain nombre de spécificités de son produit ou de son utilisation. Si par exemple mon produit, il a vocation à être utilisé en main la plupart du temps, cette mise au point de valeur de composants de matching, on va vous conseiller de prendre en considération l'effet de la main. Si vous ne le faites pas, on va avoir des légers chiffres, des légers décalages qui peuvent entraîner des pertes d'un certain nombre de dB et du coup d'avoir entre guillemets un petit trou dans la raquette sur la notion, toujours pareil, de compromis et de puissance, enfin de performance optimum. Le conseil, c'est qu'une séquence de vérification des impédances annoncées par le constructeur peut se révéler très rentable et éviter de gros désagréments. À noter, et ça c'est encore une fois vérifié par notre expérience, que les 50 ohms annoncés sur les datasheets ne sont pas systématiquement 50 ohms mesurés. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà constatées, 50 ohms annoncés et qu'on a pris l'habitude dans nos process de prestation et donc quand on réalise des réseaux d'adaptation d'impédance, on a pris l'habitude de systématiquement prendre les mesures d'impédance et notamment à la sortie du module pour s'assurer que tout ce qu'on va faire derrière va vraiment correspondre à la caractéristique du module réel et pas à sa datasheet. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est du vécu. Donc, ça prend pas énormément de temps de vérifier ces impédances. Si vous avez le matériel qui va bien, ne vous privez pas de cette séquence de vérification. Et ce que je viens de vous dire vaut également pour toutes les impédances que vous devez contrôler et maîtriser. Là, je parlais du matching, mais il y a quand même toute une tripotée d'impédances que vous pourrez assez facilement vérifier et qui vous permettront de faire bon la première fois. Voilà, je vais poursuivre par l'étape 4 qui consistait à rédiger un plan de test. Donc, dans le contexte où la certification radio d'un dispositif nécessite l'utilisation d'un logiciel de test dédié, on y revient et on insiste, donc vous aurez compris que c'est un élément qui est quand même assez important. L'écriture du plan de test est une phase qui nous paraît vraiment importante pour proposer un cahier des charges aux équipes de développement, afin qu'elles puissent mettre au point les outils dont vous avez besoin, ou les équipes projets pour les récupérer auprès de leurs fournisseurs. Pour appréhender plus concrètement les besoins d'outils de contrôle et monitoring pendant les essais, et comme on l'a déjà évoqué ensemble aussi, pour offrir un nouvel angle de vue aux équipes logicielles, afin qu'elles réfléchissent et qu'elles prennent du recul sur leur applicatif, et peut-être même qu'elles envisagent des optimisations. Un conseil qu'on aura à vous donner à ce moment-là, c'est de travailler ou de vous rapprocher en tout cas avec le ou les laboratoires envisagés qui vous accompagneront dans votre certif pour qu'ils vous permettent d'adapter vos outils et hardware et logiciels à leur procédure de mesure. Alors, procédure de mesure qui souvent est légèrement différente entre les labos, du fait évidemment des matériels de mesure qu'ils possèdent, mais aussi, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, du fait de leur interprétation des normes. Donc,
un rapprochement et un travail en collaboration avec le laboratoire. De la même manière, vous évitera les mauvaises surprises ou les désagréments quand il s'agira de lancer et de vous engager dans les campagnes d'essai. Et puis la dernière étape, donc là, celle sur laquelle on va particulièrement insister, c'est donc la mesure, l'étape qui consiste à faire des mesures d'évaluation. Et à savoir que dans un objectif de certification radio, avant d'évaluer le produit, le dispositif sous l'angle normatif, on va vous recommander, voire très fortement, d'engager une première phase d'évaluation de performance. Ça va se faire de manière assez rapide et ça va consister à réaliser des essais somme toute assez simples. Hein. On va parler de diagramme de rayonnement, hein, dans l'idée de répondre à la question est-ce que j'ai obtenu les caractéristiques de rayonnement que je visais, hein, est-ce que je suis soit suffisamment directif, soit suffisamment omnidirectionnel en fonction de votre application. On va faire une petite mesure de puissance émise. Et par rapport à ce que je vais mesurer, se poser la question de si j'ai de la marge. Et si oui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde pour favoriser, entre guillemets, l'autonomie d'un dispositif parce qu'on veut, voilà, on a une forte contrainte sur ce point-là. Ou sinon, est-ce que je ne vais pas l'utiliser pour justement augmenter un petit peu la performance de mon dispositif et notamment la portée, hein, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des questions qui seront intéressantes à se poser à ce moment-là. Et puis un petit essai de sensibilité ici aussi pour s'assurer que le dispositif sera capable de réceptionner le bon niveau de signal escompté. Hein, on constate quand même que cette phase, elle permet de vérifier le choix et la bonne intégration de l'antenne, mais aussi de vérifier s'il est nécessaire d'optimiser votre raison de matching, d'impédance. Hein, à savoir, et ça va vous paraître complètement évident, mais ça nous plaisait de le rappeler, que on ne voit pas trop l'intérêt d'obtenir une certification radio si on n'obtient pas les performances minimum escomptées. Et ça n'est qu'à ce prix-là, entre guillemets, qu'on pourra, dans un second temps, engager une petite phase complémentaire de mesure d'évaluation, mais cette fois sous l'angle normatif. De la même manière, cette évaluation est assez rapide. En une journée, on a largement le temps de faire une bonne évaluation de votre dispositif. Pareil en termes de puissance émise, là, ça va être le moment où on va pouvoir répondre à la question est-ce que j'ai réussi mon compromis puissance max versus respect de la limite imposée par la norme? On va également faire quelques essais de spurious en transmission et en réception pour vérifier que mon dispositif ne va pas générer de signaux parasites autres que le signal de communication intentionnel, pour le coup. Et puis, on va faire un essai qu'on appelle l'essai de receiver blocking, qui nous permettra de nous assurer que le dispositif va continuer à fonctionner dans un environnement hostile. Donc, hostile égale parasité, et évidemment un parasité très proche de votre fréquence fondamentale. Sinon, ce ne serait pas drôle. Cette phase, celle-ci, permet vraiment de vérifier cette fois la bonne intégration de la fonction radio d'une manière générale dans votre dispositif. Et aussi, là pour le coup, on va mettre en œuvre les logiciels de test spécifiques que vous aurez développés ou récupérés et on va vérifier que ces logiciels répondent aux besoins et si ça n'était pas le cas, de les ajuster avant de s'engager dans la campagne de certification.